Je vous souhaite la bienvenue donc pour ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne année à tous et à toutes pour que cette année vous offre l'opportunité d'épanouir tous vos projets, tous vos envies, et qu'elle soit la plus heureuse possible dans le contexte actuel qui n'est pas nécessairement très facile. Mais voilà, je pense que c'est là où il faut faire preuve du plus de créativité alors pour retrouver une forme d'allégresse dans ce contexte un peu délicat. Alors, l'idée donc effectivement aujourd'hui, c'était de vous faire un webinaire qui vienne mettre l'accent sur un certain nombre de différences qui font des différences du point de vue d'un coaching pratiqué avec l'approche de Palo Alto. Parce que, en fait, je me rends compte dans toutes les formations que je peux animer que pour ceux et celles qui pratiquent l'approche interactionnelle et pour ceux et celles vers lesquels j'enseigne en fait cette approche interactionnelle, j'ai souvent pu déceler des écarts de posture en fait, ou des écarts de sensibilité, ou des écarts de regard en fait, qui me semblent intéressants de souligner parce que ils peuvent ouvrir en fait d'autres marges de manœuvre dans un certain nombre de situations de coaching qu'on peut être amené à mener ou qu'on peut être voilà, amené à traiter aussi. Alors on est concerné en tant que coach dans notre pratique pour nous-mêmes, mais on est aussi concerné en tant que coach qui intervient par rapport à une situation d'accompagnement. Et bon, c'est rigolo, aujourd'hui, parmi vous, il y a Paul avec qui on discute depuis un certain nombre d'années, justement, de quelques différences qui font des différences. Et puis, il y a aussi euh, quelques-uns, enfin, un certain nombre de mes élèves aussi qui sont là, enfin, de personnes que j'ai l'occasion de former et qui pratiquent l'approche de Palo Alto. Et donc, c'est super, je vais aussi m'appuyer sur eux pour avoir un témoignage peut-être de leur part sur la différence que ça fait pour eux de porter un regard plus interactionnel par rapport à un certain nombre de situations d'accompagnement. Donc peut-être j'irai assez vite en fait sur ma présentation. euh, et puis qu'on ait aussi un temps d'échange entre nous. Et j'ai prévu un fil conducteur, en fait, comme une espèce d'étude de cas pour dérouler, en fait, la présentation de ces différences. Donc, alors, est-ce que ça fonctionne? Ouais, super. OK. Donc, euh, pour coacher autrement, avec l'approche de Palo Alto, euh, eh bien, généralement, la principale différence, elle va porter sur le fait que plutôt que le terme est mal choisi, corriger les individus, je voulais le mettre entre guillemets, puis j'ai oublié de le faire. Euh, Plutôt que d'intervenir au sein des personnes, enfin dans ce qu'elles sont, ou comment elles fonctionnent. L'idée, c'est plutôt d'intervenir dans les interactions entre les personnes accompagnées et les situations insatisfaisantes auxquelles elles sont confrontées. Avec cette approche interactionnelle, en fait, on part toujours du principe que le problème est une qualité émergente de l'interaction entre les personnes et leur contexte, ou les personnes et les autres, les personnes et le reste du monde, ou les personnes et elles-mêmes dans un certain nombre de difficultés récurrentes auxquelles elles sont confrontées, puisqu'en fait cette approche est une vraie ressource pour les situations de difficultés récurrentes, qu'on appelle des problèmes du point de vue de l'approche de Palo Alto. Donc, euh, ça me permet justement de faire le lien, hein, parce qu'il y a un certain nombre de situations en fait dans lesquelles on est pris et on a l'impression que tout est clair, qu'on a fait le maximum. Et pourtant,
on sent toujours des résistances ou rien ne change durablement. Et donc là, j'ai pris l'exemple de Marc, qui est un coach consultant depuis plusieurs années. Il accompagne une équipe de direction en tension depuis longtemps. Le diagnostic est clair, les rôles sont flous, la confiance est fragile, les décisions ne se prennent pas, tout le monde est de bonne volonté et pourtant rien ne change dans l'équilibre relationnel de la situation ou dans les habitudes qui sont en place. Et donc en fait, Marc, notre consultant ou coach intervenant, ben, multiplie les échanges, il reformule, il éclaire, il sécurise, il aide chacun à mieux comprendre, et plus il aide, plus les dirigeants se tournent vers lui. Marc commence à se sentir indispensable et épuisé, en fait. Donc, rien de... Alors, ce qui est très intéressant, en fait, c'est que tous autant qu'on est, et je vais me mettre moi aussi dans cette situation, même si j'essaye d'avoir parfois une longueur d'avance, mais dans des situations relationnelles, parfois je peux avoir le sentiment d'essayer des choses qui sont plutôt de l'ordre du bon sens, comme clarifier, ordonner, donner de l'aide, faire attention, etc., etc. Et, euh, et en fait, tous ces réflexes-là, j'ai envie de dire, sont des réflexes qui ont fonctionné dans un certain nombre de situations qu'on pourrait plutôt appeler des situations de difficulté dans la banalité d'un quotidien. Donc, ce sont des solutions pleines de bon sens, raisonnables, qui fonctionnent généralement pour traiter des difficultés. Mais quand on s'attaque à un problème qui est une difficulté récurrente du point de vue de l'approche de Palo Alto, eh bien, en fait, ces approches de bon sens ne donnent pas de résultat. Et en fait, elles n'améliorent pas la situation. Et comme elles n'améliorent pas la situation empire, en fait. Et ça a tendance à nous échapper, en fait. Alors, on commence à le percevoir au bout d'un certain temps parce qu'on a tendance à s'épuiser dans ce qu'on va appeler nos tentatives de solution. Et c'est là où, en fait, c'est en percevant cet épuisement-là que tout d'un coup, on va pouvoir travailler différemment dans la situation. Il va falloir complètement changer d'angle de vue. Ne plus se dire que finalement, c'est la logique des solutions que l'on tente qui ne fonctionnent pas, mais c'est plutôt la dynamique des interactions dans lesquelles on est prise qui commence à créer une difficulté par rapport à la situation. Donc on va passer, en fait, euh, d- d'un problème que je pense avoir moi, en me disant, par exemple, je m'y prends comme une patate en tant que formateur, il faut que je m'améliore comme formateur, à plutôt, mais qu'est-ce qui se passe en fait dans la danse que je suis en train d'entreprendre avec ceux avec lesquels je suis en train de travailler. Donc, donc la question n'est plus pourquoi cette équipe ne change pas, mais plutôt comment la difficulté continue-t-elle à se produire avec l'aide involontaire de ce que nous faisons tous pour que cela change. Donc, alors, premier écart très important par rapport à d'autres pratiques de coaching qui ont tout leur intérêt dans des situations plutôt courantes de difficultés. Nous, du point de vue de l'approche de Palo Alto, euh, euh, on n'attend pas que le changement vienne des personnes que on accompagne. On va déjà s'interroger sur notre pratique en tant qu'intervenant. On va partir du principe que si le changement ne se produit pas, c'est que notre manière de conduire le changement pose un certain nombre de difficultés. Et c'est pas parce qu'on va varier en fait ces façons-là
que ça va améliorer la situation. En fait, le changement, il doit intervenir au niveau de la dynamique interactionnelle. Et c'est pour ça que, avec cette approche-là, par rapport à d'autres approches de coaching, on n'attend pas que la solution, pour le dire de manière un peu caricaturale, on n'attend pas que la solution vienne de la personne accompagnée, mais on va être très actif pour comprendre chez là où les personnes accompagnées, qu'est-ce qu'elles ont fait jusqu'à présent par rapport aux situations difficiles auxquelles elles sont confrontées et qui n'a pas fonctionné, pour essayer de repérer quelle différence on pourrait leur faire faire dans leur posture. Parce qu'en fait, souvent, quand on attend que la solution vienne des personnes accompagnées, on se retrouve confronté à une difficulté, c'est que les personnes qu'on accompagne imaginent quelque chose de différent, qui est souvent une variante subtile, très fine, pleine de créativité, mais du plus de la même chose qui ne fonctionne pas dans la situation à laquelle elles sont confrontées. Donc voilà, donc en fait notre cible d'intervention, j'ai envie de dire, va porter sur les tentatives de solution qui maintiennent le problème presque à notre insu ou à l'insu des personnes accompagnées. Alors, tout ça, à partir de ce changement de posture, on va avoir en fait une attention ou une préoccupation en fait qui va par exemple s'incarner dans le fait que plutôt que d'essayer de faire changer les personnes, on va essayer d'intervenir pour interrompre en fait la répétition infructueuse des tentatives de solution que les personnes ont engagées vis-à-vis de la situation. Donc, par exemple, donc, je reprends l'exemple de Marc. Dans cette approche, Marc n'attend pas que le changement vienne des personnes, il revendique une position d'intervenant, non pas pour diriger, mais pour agir sur les boucles interactionnelles qui maintiennent la situation. Marc observe que sa principale tentative de solution consiste à être présent. Il structure, il reformule, il relance, il sécurise. À chaque fois qu'il le fait, il confirme implicitement que le mouvement dépend de lui dans cette danse interactionnelle dans laquelle il est prise avec ses clients. Donc, donc on est alors voilà le premier niveau d'intervention. Le deuxième niveau d'intervention sur lequel nous allons agir, euh, c'est de freiner le changement. En fait, ça, j'ai envie de dire, vous voyez, on est pris dans un contexte, en fait, dans lequel il y a une demande contextuelle qui est que ça doit aller vite, systématiquement, en fait. Il faut des résultats probants, immédiats. Mais en fait, tout ça, j'ai envie de dire, ça crée un contexte, en fait, qui renforce la résistance à la transformation, en fait. Parce que quand on est dans des situations qui sont stressantes, on a très vite tendance à revenir vers des gestes que l'on maîtrise, que l'on connaît bien, ce qui est relativement naturel, ce qu'on sait le mieux faire, parce que ça nous demande pas d'énergie particulière et que l'énergie, on peut la consacrer à une attention, à une autre forme de vigilance. Donc pour pouvoir en fait desserrer l'étau dans lequel on est pris, alors je vais utiliser un mot dont on parle d'un point de vue systémique, l'homéostasie à l'intérieur de laquelle on est prise, eh bien une intervention assez stratégique souvent consiste à freiner le changement pour mieux l'accélérer. Donc, quand il y a des transformations, on va dire aux personnes, OK, c'est super, etc., etc. Néanmoins, on va rester vigilant parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Vous voyez, on intègre en fait peut-être des rétractations de la situation, des retours en arrière, comme faisant partie du processus d'amélioration de la situation. Et puis l'idée, c'est toujours un petit peu de stimuler les uns et les autres. Je me rappelle que récemment, là, je participe à un cours de sculpture. J'avais la professeure
n'arrivait pas à accrocher un tapis sur les murs qui lui avait été offert par un des étudiants depuis des mois et des mois. Et donc, juste avant les vacances de Noël, je l'ai freiné un grand coup en lui disant que vraiment, je voyais bien que c'était très compliqué pour elle d'afficher le tapis au mur et que je ne serais pas surpris qu'à la rentrée, elle n'ait pas réussi à l'installer, etc., etc. Et la première chose que j'ai vue quand je suis arrivée à la rentrée, c'est qu'elle avait installé le tapis au mur. Et donc, elle était toute contente, avec ça. Voilà. Donc, le freinage devient stratégique. Mais il devient stratégique par rapport à un milieu. Et hier, j'ai fait une intervention extrêmement délicate, aussi, de restitution d'un diagnostic interactionnel. Et, euh, et c'était pas tant. Donc, il y avait pas de plan d'action derrière la restitution. Il y avait juste partager ce qui avait été dit et partager l'analyse qu'on faisait de ce qui avait été dit dans cette situation-là. Et rien de plus. Et en fait, c'était palpable déjà un premier niveau de détente de l'atmosphère entre les personnes concernées parce que c'était très conflictuel entre eux. Donc, il y a de grandes vertus à l'idée du freinage. Troisième différence, alors là, c'est un petit clin d'œil avec Paul. Donc, je vais le dire de manière très provocatrice. Nous ne définissons pas d'objectif du point de vue de l'approche de Palo Alto en matière de coaching, comme ça, c'est directement posé. On va plutôt laisser émerger des transformations inattendues. En fait, si je vais au-delà de la gentille provocation, amicale provocation, en fait, euh, on est dans une culture qui est très tirée par les objectifs qu'on se définit, et parfois cette tension sur les objectifs empêche là aussi la transformation d'un certain nombre de situations. Et d'un point de vue systémique, au nom alors de l'équifinalité des systèmes, c'est quand même difficilement prévisible l'évolution des systèmes et on n'est jamais à l'abri des surprises. Et justement, c'était très intéressant pour moi parce que lundi soir, j'ai fait une synthèse, un bilan de coaching avec un client. Et c'était mignon comme tout parce que la personne que j'accompagnais a dit que voilà, ça se passait nettement mieux sur un certain nombre de sujets qui étaient des sujets d'interface avec des parties prenantes dans un très grand dispositif national. Et en fait, c'était son N+1 qui a mis en évidence des changements énormes qui étaient intervenus justement parce que cette personne avait réussi à installer une qualité relationnelle tout à fait remarquable avec les partenaires sociaux, avec les donneurs d'ordre, avec les différentes parties prenantes, et sur des sujets extrêmement difficiles. Et presque elle était en train de lui dire, écoute, j'ai vraiment une incroyable promotion que je pourrais t'offrir. Le lendemain, ils avaient leur entretien d'activité. Je pense que ça a dû aller dans ce sens-là. Donc voilà, et du point de vue de l'approche de Palo Alto, en fait, souvent quand on se fixe des objectifs, j'ai envie de dire, on a les yeux plus gros que le ventre. Et donc, avec l'approche interactionnelle de Palo Alto, on va essayer de se centrer sur des éléments des premiers signes de changement plutôt. C'est-à-dire qu'on essaye de faire passer les situations de cercle vicieux dans lesquelles les tentatives de solution créent le blocage à des cercles vertueux dans lesquels un premier niveau de changement en appelle un second, qui en appelle un troisième, qui en appelle un quatrième, etc., etc. Quatrième différence, alors ça c'est aussi très culturel. Souvent, les participants, les personnes que je rencontre me parlent de la nécessité que les gens accompagnés prennent conscience de ceci et de cela et je sais pas quoi encore. En fait, nous, c'est vraiment pas une quête qu'on a du point de vue de l'approche interactionnelle. On essaye de faire prendre conscience de rien à qui que ce soit, si je le dis de manière là aussi un peu générale. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour nous, la prise de conscience suit l'expérience. En fait, ce qui est plus important dans l'approche de coaching, du point de vue de l'approche de Palo Alto, bien entendu, c'est de faire faire des choses aux personnes que l'on accompagne. Donc, on leur donne des tâches à réaliser, pas pour vous. Alors, ce sont jamais des tâches qu'on leur donne pour voir si ça marche. Ce sont toujours des tâches qu'on leur propose avec une double vocation. Euh, la première, c'est
quand ils sont occupés à exécuter leurs tâches, ils ne sont pas occupés à reproduire leur tentative de solution, premièrement. Donc ça bloque ce qui crée le problème dans la situation. C'est une aide de ce point de vue-là, premièrement. Et deuxièmement, je leur présente toujours les tâches comme un moyen d'en apprendre davantage sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Donc c'est toujours proposé comme un moyen d'exploration, en fait, de la difficulté, plus que comme un moyen de résolution de la difficulté. Or, dès que ça fonctionne, parce que souvent ça donne des résultats intéressants, eh bien, ça y est, il y a quelque chose qui est acquis pour la personne. Elle se découvre une nouvelle marge de manœuvre pour gérer les difficultés auxquelles elle est confrontée, et elle arrive à décliner, en fait, cette nouvelle pratique dans des tas de domaines différents. Et là, j'ai envie de dire, ben, ok, c'est gagné, elle a fait un nouvel apprentissage par rapport à ses habitudes anciennes. Et puis, dernière différence, euh, donc, euh, qui est un point important, euh, on- pour nous, il y a beaucoup de contextes de coaching ou d'accompagnement qui correspondent à des contextes, en fait, on va appeler ça d'aide sous contrainte, dans lesquels les personnes concernées n'ont pas tellement le choix, elles sont prises dans un contexte contraignant, ça pèse sur elles, elles disent oui un peu pour faire plaisir, mais elles pensent non intérieurement. Ça, c'est des choses, des situations que vous avez dû déjà rencontrer. Et donc, en fait, pour pouvoir faciliter le changement, il faut pouvoir clientéliser pour un changement. On utilise ce terme-là, en fait. Donc, pour clientéliser, il y a, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, il faut clarifier la contrainte. Ça, c'est un élément. Souvent, les contraintes peuvent être implicites. Et donc, si le commanditaire peut, ou la commanditaire peut énoncer clairement quelle est la contrainte et qu'est-ce qui se passera s'il n'y a pas de changement dans la situation, ça peut être un élément facilitant. Mais aussi, il faut aller voir du côté des personnes qui sont sous contrainte. Qu'est-ce qui serait mobilisateur pour elles dans cette situation-là? Est-ce que la situation leur pose un problème avec elles, à elles-mêmes? Est-ce qu'elles ont essayé de faire des choses par rapport à cette situation ou pas? Et donc, partir en fait à ce moment-là de leur demande ou de leur problème plus exactement va nous ouvrir une marge de manœuvre plus importante. Et donc, ça nous permet de créer finalement du changement dans bon nombre de situations dans lesquelles on intervient, même si la situation ne change pas, on peut faire changer un certain nombre de choses pour les personnes accompagnées parce qu'on aura réussi à les clientéliser pour un changement. Qu'est-ce qu'on fait pour clientéliser pour un changement? Bah, souvent, on va aller dans la logique de freinage. On dit ça va pas suffisamment mal, peut-être pour l'instant, peut-être vous n'avez pas épuisé vos tentatives de solution, vous avez besoin de vérifier un certain nombre de choses, etc., etc. En fait, on va avoir tout un ensemble de stratégies de ce, de ce côté-là. Donc dans cette, alors si je reprends, je suis un peu perdu, hein, excusez-moi, dans le déroulement de mes diapositives. Si je reprends notre ami Marc, euh, on a, en fait, Marc, lui, il est pris dans une dynamique dans laquelle il essaye systématiquement de venir en aide auprès de son client. Donc déjà, une première différence qui fait une différence pour lui va consister à ralentir. Il ne répond pas immédiatement, il va laisser des silences et on va lui demander d'observer ce qui se passe quand il ne fait pas comme d'habitude. Donc, Marc va commencer à
observer les transformations émergentes. Moi, je dis souvent, nous, coachs, on a un rôle comme ça de mettre en évidence, parce que des fois, c'est pas évident pour les clients qu'on accompagne, les différences qui font des différences. Or, pour nous, accompagnants, pardon, elles sont palpables. On voit bien, même non verbalement, les personnes n'ont plus tout à fait, sont plus dans le même mood, n'ont plus la même énergie, par exemple. Et donc, c'est intéressant de leur dire, mais ça vous le faisiez avant, ou ça c'est un peu différent pour vous, etc., etc., ce qui va permettre finalement d'amplifier. Donc, Marc observe que certaines décisions se prennent sans lui, que des échanges se font autrement, et que les dépendances diminuent progressivement à son accompagnement. Donc, le vrai changement pour Marc ne vient pas de la prise de conscience intellectuelle que plus il aidait, l'équipe se reposait sur lui, et plus l'équipe se reposait sur lui, plus il aidait. Elle vient du moment où il a constaté concrètement que le groupe pouvait avancer seul, traverser une difficulté sans lui. Et donc, c'est cette expérience-là qui, en fait, a transformé la vision de son rôle de la situation. Et donc, clientéliser pour Marc, ben, c'était reconnaître que lui, il avait de bonnes raisons d'intervenir autant auparavant, puisqu'il se faisait du souci, puisqu'il avait envie que ça marche, en fait, le changement qu'il accompagnait, parce que son expertise, sa reconnaissance, son utilité étaient en jeu. Euh, mais le changement devient possible à partir du moment où il n'est plus vécu comme une perte, mais comme une transformation soutenable, en fait, pour la situation, pour Marc. Donc, voilà, donc, du coup, en fait, ce qui va évoluer dans la posture de Marc, c'est qu'il va être moins dans l'idée de se mobiliser trop fortement pour faciliter le changement, il va moins s'épuiser euh, et il va finalement installer des nouvelles redondances entre les personnes concernées euh, qui vont venir enraciner un changement beaucoup plus durable. Voilà. Donc, voilà un peu la présentation que je voulais vous faire, mais comme il y a un certain nombre de personnes qui ont déjà suivi la formation avec moi, je pense à Abdul, je pense à Géraldine, que j'ai vu, Jeanne aussi, par exemple, bah, je trouve que ce serait intéressant que vous apportiez un témoignage sur euh, qu'est-ce que ça fait comme différence, Carole aussi, bien entendu, qu'est-ce que ça fait comme différence d'avoir cette ouverture, ou Samuel aussi, cette ouverture sur l'approche interactionnelle. Je vous ouvre le micro, enfin, ouvrez-le vous-même, en fait, quand vous voulez prendre la parole, parce que je ne vous vois pas tous, en fait. Je peux Oui, Géraldine, vas-y. Oui. intervenir. J'aurais beaucoup de choses à dire et j'ai rien préparé, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Moi, je dirais que ça change tout. Déjà, en commençant par la contractualisation, ce que je veux dire, c'est que le fait de dire qu'on va travailler sur les interactions et non pas sur les personnes elles-mêmes, qu'on va pas faire des analyses de personnalité, que l'on va pas voilà, faire des tests aux gens, ben, moi, ça me permet, enfin, je constate que ça rassure les clients et que ça me fait signer plus de contrats. Ça, c'est déjà très pragmatique. C'est la première chose si je commence vraiment par le tout début. Et Très puis bien. après, une fois que l'accompagnement démarre, euh, surtout pour moi qui travaille dans des contextes informatiques où je vais faire une grosse généralité, mais je suis face à beaucoup de gens qui sont très pragmatiques, beaucoup de gens qui ont fait des études d'ingénieur et ça c'est une approche qui leur convient très bien. Parce qu'on va travailler sur des situations très concrètes et sur comment chacun s'y prend pour interagir avec les autres et ce qui fait que ça tend les relations, que ça crée des problèmes. Et ça aussi, c'est rassurant,
c'est terre à terre, et donc ça participe au développement de la relation entre le coaché et le coach. Je trouve que ça accélère encore plus la qualité de la relation entre le coaché et le coach. Et puis, il y a tellement de choses qui changent en fait. Bon, peut-être un dernier point, le fait de travailler sur les interactions. Bah voilà, on n'est plus en train d'essayer de chercher une cause, un responsable. On décrit un ensemble de boucles interactionnelles et ça permet à chacun de se sentir acteur de la solution. Euh, et donc de mobiliser plus facilement les gens pour faire des petites différences qui font la différence, comme tu le dis si bien, Olivier. Voilà, mais ça, c'est vraiment un tout petit pourcentage de ce qui change de mon point de vue. Voilà. Merci Géraldine pour ton témoignage, parce qu'après on pourrait aussi parler des diagnostics interactionnels. On dira peut-être deux mots pour ceux que ça intéresse. Un autre témoignage ou une question? Paul, je suis venu te chatouiller un peu là sur les histoires d'objectifs. Non, tu n'as pas ouvert ton micro en fait, Paul. Si je continue à venir te voir, mon cher Olivier, c'est parce que justement tu me titilles et que ça remet des choses en question. Et effectivement, je continue à enseigner la puissance de l'objectif, même si je suis d'accord que dans une autre manière, un autre regard porté sur les choses, effectivement, euh, c'est les relations qui vont être plus importantes. Et je comprends que les ingénieurs qui aiment bien les processus par ailleurs, qui aiment bien donc les objectifs, aiment bien aussi savoir comment deux matériaux peuvent se compléter ou rentrer en disharmonie entre eux. Donc, ce que disait Géraldine tout à l'heure est tout à fait, voilà, ça me fait penser à ça. Voilà, pas plus. Merci Paul. Abdoul, est-ce que tu aurais un élément d'expérience à partager? Parce que ça fait quelques années qu'on travaille ensemble avec la logique interactionnelle dans un contexte très spécifique. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, de ton côté? Ou Stéphanie? Il y a tellement de choses à dire. Pour reprendre ce que disait Géraldine, que je vais être plutôt bref. Mhm. Euh, ce que ça change, c'est qu'on on n'est plus focalisé et focus sur pourquoi le problème il est là, pourquoi il est apparu, etc. Mais plutôt comment ça fonctionne, quelles sont les circonstances qui font que la vision dysfonctionnelle dans ce système persiste, s'entretient, voire parfois même s'aggrave davantage. Et ça, c'est très intéressant. Il y a eu des mots sur les objectifs. Peut-être là, mon point de vue sur cette question-là. Euh, Dans le cadre de nos interventions, on a un objectif, nous. Mhm. Et l'objectif qu'on a, c'est surtout de ne pas être une tentative de solution, de ne pas reproduire les tentatives de solution qui sont faites par le client, ne pas les encourager, ne pas euh, le faire. Ça, c'est un objectif principal, entre guillemets. Et pour le reste, laisser les choses se faire par l'expérience pour qu'elles puissent créer une émotion, une expérience émotionnelle qui reste et sur lequel la personne peut rebondir, ça c'est puissant, c'est intéressant. Et effectivement, il y a euh, plusieurs outils, plusieurs manières d'être, parce que la systémie, c'est aussi une manière d'être en relation euh, avec les autres. Ça peut être des recadrages ou des prescriptions, recadrage sur les perceptions, une nouvelle lecture de la perception, ou des prescriptions sur les comportements visant à justement créer un changement qui soit un véritable changement et pas une forme d'un peu plus de la même chose, comme on dirait. Voilà simplement ce que je peux dire là, euh, mon très cher Olivier. Avec plaisir. Merci Abdoul. Est-ce que vous avez des questions, alors justement, peut-être, ou même d'autres éléments d'expérience dont vous voudriez faire part? Stéphanie, j'ai vu que tu étais avec nous aussi aujourd'hui. Euh,
Moi, j'ai peut-être une question, Olivier, sur l'objectif, justement. C'est vraiment très dur face à un client j'observe que les clients ont souvent tendance à vouloir formaliser des objectifs très précis, détaillés, en mettre plusieurs, des paquets. C'est compliqué de leur dire, déjà, s'il y a un changement, on sera content, ça vous va? C'est ça, ma question, elle est peut-être là-dessus, sur comment, comment amener ça intelligemment. Ouais. Alors, Comment traiter cette résistance à- au vivant, finalement, si je peux dire. oui, oui, tout à fait. En fait, euh, c'est vraiment une question récurrente, la question de l'objectif qu'on va rencontrer dans nos missions. Et comme je disais tout à l'heure, on est souvent dans des contextes qui aiment bien avoir des objectifs ambitieux. Et donc, je crois que lutter contre ça, ce serait totalement contre-productif. Donc, nous aussi, il va falloir qu'on joue comme des chats, en fait, par rapport à cette situation-là. Et donc, eh bien, on entend l'objectif. Ça donne une direction générale, mais on peut réinterroger les clients sur les premiers signes de changement à ce moment-là, en fait. Souvent, on va aller se focaliser sur les premiers signes de changement. À la fois, on va dire, OK, ça, c'est l'objectif. Et dans cette direction-là, quelle est la première différence? Il ferait une différence, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Quel serait un premier signe qui vous indiquerait que la situation commence à changer, que la situation commence à s'améliorer, que ça va moins mal, d'accord? Ça, c'est un premier élément de réponse. Après, selon les contextes, j'ai envie de dire, euh, ben, il va falloir parfois euh, poser un cadre dans lequel on va dire explicitement que ce serait prématuré de se fixer des objectifs dans la situation. Mais on va le poser comme un élément de cadre, en fait, au départ. Dans la restitution de diagnostic interactionnel que j'ai faite cette semaine, dans le document, on a marqué explicitement qu'il était beaucoup trop tôt pour pouvoir se fixer quoi que ce soit comme objectif d'amélioration de la situation et qu'il n'y aurait pas de plan d'action à la fin de notre document. Et là, c'est un peu c'est pas facile. Enfin, il faut trouver une manière de le dire en disant que c'est trop très prématuré, que pour l'instant, il faut d'abord commencer par un peu assouplir la situation. Et quand on restitue ces diagnostics et que les personnes se rendent compte qu'on a restitué avec beaucoup de fidélité ce qui caractérise leur fonctionnement habituel et qu'après on a mené une analyse qui montre comment cet équilibre dysfonctionnel est fort logique en regard du fonctionnement de la situation sans mettre en cause qui que ce soit et en respectant justement la logique des uns et des autres, alors il y a un effet d'apaisement qui immédiatement va apparaître et on n'a pas besoin d'objectifs. Mais j'ai envie de dire, ce premier assouplissement de la relation va permettre de créer un potentiel dans la situation qui permettra de cheminer plus rapidement vers des objectifs de changement. Et donc, en fait, c'est un peu à nous de raffiner. On peut aussi faire des interventions stratégiques auprès des commanditaires en leur disant, et comment ça a fonctionné à chaque fois où vous êtes fixé des objectifs ambitieux? Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Et si ça n'a pas fonctionné, alors peut-être il va falloir qu'on fasse différemment. Je vais vous proposer une expérience. On va rester prudent, mais est-ce que vous seriez OK pour faire une expérience inhabituelle? Bon, ben voilà. Enfin, il y a toute une manière de parler avec les personnes, avec nos commanditaires, avec les personnes qu'on accompagne, pour ménager un terrain qui doit nous aider à faire différemment, parce que quand on fait comme d'habitude, ça ne fonctionnera pas plus dans cette situation-là. Ça répond à ta question, Géraldine, un peu. Merci. Oui, Stéphanie, tu voulais dire quelque chose aussi. Il y a trois Stéphanie, je crois, donc il faudrait que tu présentes Ah, c'est elle.
Stéphanie Soleanski, alors, Alors, voilà. c'est bien moi. Non, moi, je ne suis pas coach, mais j'ai une expérience de manager coachée par toi. Oui. Et donc, moi, c'est une expérience qui a été vraiment concluante. J'avais un collaborateur qui vraiment refusait de faire le travail que je lui demandais, qui était vraiment en conflit avec moi. Et la direction ne voulait pas que je m'en sépare. Et comme il travaillait pas, enfin, il faisait pas ce que je voulais, de fait, moi, j'étais tout le temps en train d'essayer de camoufler ou de gérer les conséquences du fait que cette personne ne faisait pas son travail, que ce soit des conséquences extérieures ou même au sein de l'équipe. Et c'est alors que Olivier m'a dit, mais arrête justement de camoufler ces conséquences et fais en sorte que tout le monde puisse finalement profiter de ces conséquences. Et le fait est, c'est que j'ai arrêté voilà, de les cacher, ça s'est vu. Et de fait, ces conséquences n'étaient plus seulement problématiques pour moi, mais pour aussi la direction, qui ne les voyait pas vraiment. Donc moi, ça m'a vraiment soulagée parce que j'ai arrêté de me rendre responsable de ce qui se passait. Donc ça, enfin, voilà, vraiment, ça m'a permis de me détendre. Et par la suite, j'ai eu un entretien d'évaluation à faire avec lui, puisqu'on a continué à me le coller, on va dire. Et en fait, j'ai plutôt cherché à effectivement comprendre comment il fonctionnait dans son interaction avec moi. Et ça m'a permis, en faisant la chronologie de ces boucles interactionnelles, aussi de comprendre quel était le point de départ, parce que j'avais pas compris. Et ça m'a aidé aussi par la suite à travailler avec lui, malgré ce conflit, en fait. Voilà, j'espère que c'est une bonne illustration. Une autre question ou un autre témoignage? Samuel, est-ce que tu as un élément d'expérience à partager avec nous? Plein, évidemment. Euh, c'est vrai que le fait en fait de se focaliser sur l'interaction, sur la boucle en fait problématique et non pas sur la personne, d'un coup ça dépassionne les débats et ça permet d'agir différemment. En fait, souvent, moi je dis qu'on agit un peu comme un reporter ou comme en fait comme un inspecteur. On essaie de comprendre un peu ce qui se passe. En gros, on est ensemble en fait dans une position réflexive et c'est vrai que ça devient d'un coup, en fait la personne se passionne par son problème et du coup en fait il est souvent un peu plus enclin en fait à essayer autre chose. Voilà. Donc ça c'est vrai que alors, les tâches, surtout les tâches à 180 et autres, c'est du petit lait. Ouais. Ça te permet voilà, en tout cas ça permet en fait de pouvoir jouer différemment. Voilà. Avec les mêmes règles. Mhm. Ok, super. Merci, merci Samuel pour ton témoignage. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou d'autres que vous auriez peut-être pour en savoir plus? Peut-être je peux vous dire deux mots à propos du diagnostic interactionnel. Donc en fait, avec la logique de l'approche de Palo Alto, on réalise toutes sortes d'accompagnements, des accompagnements individuels et des accompagnements collectifs dans des situations de difficultés récurrentes. Je reviens là-dessus, hein, parce que ça, c'est vraiment le cadre approprié pour l'approche interactionnelle de l'école de Palo Alto. Et aussi, euh, on ne distingue pas dans notre pratique ce qui pourrait relever plus de la thérapie, de ce qui relève de la banalité du quotidien, de la vie de tous les jours, parce qu'en fait, on est des dénoueurs de nœuds relationnels, en fait. Qu'on soit dans le champ du développement personnel, enfin, de la thérapie, je vais dire, ou du coaching ou de l'accompagnement collectif, on va avoir strictement le même fil conducteur pour pouvoir intervenir et pour pouvoir aider à des transformations parfois très importantes des situations qui sont accompagnées. Néanmoins, et ça, c'est ce qu'on va découvrir quand on intervient
le collectif, il y a une petite pratique différente qui est la réalisation du diagnostic interactionnel, en fait. Ça, c'est notre outil pour appréhender des systèmes plus vastes qui peuvent regrouper 5 6 personnes, comme des dizaines ou des centaines ou des milliers de personnes. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, dans ces diagnostics interactionnels, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de saisir quel est le fonctionnement principal du système sur lequel on intervient. Donc, on mène des tas d'interviews, mais on n'est pas à la recherche de l'information qui va tout expliquer. En fait, ça nous intéresse même pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui revient dans les propos qui sont tenus par les uns et par les autres, dans tous les entretiens que nous avons. On essaye de repérer ce qu'on va appeler des redondances interactionnelles. Et ça va nous permettre de faire une photo de la situation et de dire aux personnes, quand on a reformulé cette photo de la situation, est-ce que quand on dit des choses comme ça, vous vous reconnaissez dans cette image-là? Est-ce que c'est bien de vous dont on parle? On n'a pas la prétention d'être exhaustif, mais est-ce que si on devait faire le portrait de votre situation, ça ressemblerait à ça? Et je l'ai encore vu cette semaine, c'est extrêmement, c'est ça vraiment c'est très apaisant. Parce que les personnes ont le sentiment qu'on n'a rien caché et ils ont vraiment le sentiment qu'on a joint leur position, qu'on a compris la difficulté à laquelle ils sont aux prises. Alors, c'est un moment qui n'est pas facile, hein, parce que on dit il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a rien du tout, et donc peut-être qu'on a une parole qui pourrait paraître un peu crue à ce moment-là. Mais en même temps, il y a vraiment un réflexe, il y a un d'apaisement qui va se produire. Et pour moi, en fait, ce qui est tout à fait passionnant à ce moment-là, donc quand je vois les personnes qui acquiescent, qui disent oui, oui, c'est ça, non, j'ai pas de remarques, ok, je me reconnais bien là-dedans, etc., etc., en fait, il y a un effet d'intervention qui est, j'ai envie de dire, très utile pour la suite du travail, parce que ça permet de fixer les positions, les personnes sur des positions. Ça, on, pour le travail d'analyse, comme les personnes se sont reconnues dans la photo, eh bien après on va leur montrer que leurs positions à toutes sont fort logiques grâce au travail d'analyse du fonctionnement de la situation qu'on va faire à partir de la théorie des configurations de Münzberg. On va dire, en fait, notre quête principale, c'est de montrer que tout le monde a un positionnement logique dans cette situation-là. Et là, cette semaine, c'était intéressant dans la restitution parce que vraiment la situation était tendue et à un moment donné, un participant dit que peut-être on a oublié une dimension psychologique et comme j'étais avec mon collègue Claude, avec qui on anime le deuxième niveau de la formation, il dit, mais moi je suis psychologue de formation et je vous assure que la psychologie n'a rien à faire là-dedans, c'est vraiment un problème organisationnel. Et tant que la dimension organisationnelle ne se sera pas transformée, aucun changement ne sera possible. Vous pouvez remplacer les personnes, vous pouvez en mettre, celle-là vous l'aimez plus ou celui-là vous l'aimez plus, vous pouvez en mettre un autre à la place. Dans quelques semaines, le problème réapparaîtra. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc il faut vraiment qu'on vous aide à changer l'homéostasie du système. C'est à ça qu'on va s'attaquer maintenant, dans le courant du mois de février avec eux. Jessica, je n'avais pas vu que tu étais là, que tu étais venue nous rejoindre. Ce serait sympa que tu... Parce que toi aussi, tu as une position particulière et tu pratiques l'approche de Palo Alto. Tu pourrais nous apporter un dernier témoignage? Oui, alors je suis pas du tout préparée là, Olivier, bien Ouais, c'est sûr, pour ça que je te bonjour. pose la question, ma chère Jessica. Voilà. Oui, alors moi je travaille pas comme coach, mais comme responsable ressources humaines à temps partagé, donc j'interviens dans beaucoup d'organisations différentes et je suis confrontée au quotidien euh, finalement à des situations conflictuelles ou voilà, donc j'essaye dans la mesure du possible d'utiliser l'approche systémique. Voilà, de travailler avec. Et qu'est-ce que ça change pour Et toi? ouais. Mm. Moi, ça me permet de effectivement pas rentrer dans le bocal à mouche et de prendre de la distance. Ouais. Et essayer dans la mesure du possible de pas rentrer dans les interactions. Voilà. Mm. Donc, ça me permet d'avoir une position plus neutre. Ok. Voilà. Ok. Et je pense de par ma position et mon approche, oui. Du coup, finalement, il y a des situations qui se dénouent
d'elle-même. Mais c'est ça qui est un peu magique en fait, c'est que C'est ça. en fait, c'est une Ouais, approche dans laquelle on apprend à ne rien faire et ça commence c'est à bien ça. se nouer en fait, hein. Mm. Oui, c'est ça. Mm. Tout à fait. C'est un rien faire très actif quand même malgré tout. Oui, absolument. Mm. Ok, Mm. merci Jessica. Alors juste pour terminer, pour ceux qui aimeraient suivre la formation, je vous en dis un mot. Hop. La prochaine session de formation débutera au mois de mars 25-27 et se poursuivra au mois de juin. Elle est organisée autour de deux modules, cette formation. Le premier module, on découvre le modèle. Le deuxième module, on travaille autour essentiellement de l'aspect diagnostic interactionnel. Voilà. Et en fait, pardon, je remonte un peu en arrière. En fait, concrètement, ce que je vous apprends pendant cette formation, c'est à changer de regard sur les situations professionnelles, repérer les schémas inefficaces dans lesquels on est pris la plupart du temps en tant qu'intervenant ou en tant que manager aussi. Euh, L'idée, bah, c'est de pratiquer le plus possible pour entrer dans cette posture de lecture systémique. Et puis on travaille donc sur le deuxième module sur tout ce qui est diagnostic interactionnel. Donc c'est l'extrapolation de l'utilisation du modèle à des systèmes qui sont beaucoup plus grands. Et je vous pousse même si vous n'avez pas l'habitude, à faire une proposition chiffrée, parce que faire une proposition chiffrée va permettre de limiter un périmètre pertinent d'intervention en regard de la demande, etc., etc. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont travaillées à ce moment-là. Donc voilà, donc je vais clôturer cette séance euh, avec vous, pour ceux qui ne le font pas encore, eh bien, de commencer à porter un regard plus interactionnel sur les situations de difficultés récurrentes. Et si vous voulez en connaître tous les secrets, et puis, alors, en fait, enfin, je vais vous freiner, hein, ne vous inscrivez pas trop vite. Parce que, parce que quand vous mettez le doigt dedans, après, vous pouvez plus vous en passer. Je vois Stéphanie qui rit. Mais c'est vrai, en fait, on va travailler ça pendant des années. Paul, toi, tu as suivi la formation plusieurs fois aussi. Et c'est assez touchant. On n'a pas vu Emmanuel, elle n'est pas venue nous rejoindre, mais Emmanuel est en train de faire un deuxième niveau 2 qu'elle avait déjà fait l'année dernière. Et elle me dit, mais Olivier, j'ai l'impression de suivre une nouvelle formation. Et donc, voilà, c'est un apprentissage qui se fait comme ça. À chaque fois, on découvre des nouvelles dimensions dans le modèle. Et moi, ça fait 25 ans et j'ai encore l'impression de découvrir encore toute cette semaine des tas de choses passionnantes à partir de ce regard interactionnel. Donc, si vous n'avez plus de questions, eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'étais très heureux. Merci à tous mes compagnons, en fait, de l'approche interactionnelle d'avoir et mes compagnes de l'approche interactionnelle d'avoir apporté des témoignages dans le cadre de cette session et d'autant plus que je trouvais ça tout à fait passionnant que ce soit à partir de vos différents regards, quoi, en fait, qu'on puisse en profiter. On s'arrête là? Merci Olivier. Avec plaisir. À tout bientôt. Au revoir, Jeanne. À très vite. Merci. Merci. Avec Merci, plaisir. Olivier. Merci à vous.